Nous sommes avec Yves Bauzy, le fondateur de Digital Baby Boomer. Bonjour Yves. Bonjour Frédéric. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton agence? Oui, bien sûr. Donc, comme tu viens de le dire, je suis le fondateur de Digital Baby Boomer. J'ai lancé l'agence il y a 4 ans, voilà, été 2016. Et donc, c'est une agence qui aide les marques qui veulent communiquer sur Internet sur les plus de 50 ans. D'accord. Des exemples de services concrets que tu proposes? Alors, on peut faire à la fois des opérations spéciales avec des influenceuses. Là, c'est quand une marque a envie de gagner en visibilité, en notoriété. Et on fait aussi beaucoup d'opérations d'acquisition, c'est-à-dire la marque a envie d'avoir des leads, de muscler ses ventes sur Internet, de générer du trafic sur son site. Et donc, on va utiliser des leviers comme l'emailing, le SMS, la co-registration, le native ads, les réseaux sociaux. D'accord. Des exemples de clients? Alors, il y a beaucoup de groupes dans les résidences services pour seniors, Ovelia, Russe. On travaille aussi avec des marques connues du grand public comme J'aime, le régime, les sites de rencontres, puisque de plus en plus de sites de rencontres s'adressent aux plus de 50 ans, que ce soit Elite Rencontre, e-Darling, les douches, Dépenses Royales, Montescalier, ThyssenKrupp, le voyage aussi, Evaneos, Marco Vasco, les croisiéristes. Finalement, il y a beaucoup de secteurs qui s'adressent aux baby boomers, que le baby boomer soit utilisateur, qu'il soit aidant familial ou qu'il soit grand-parent. Alors, est-ce qu'on peut définir qui sont les baby boomers, qu'on comprenne bien pour la suite? Oui, alors moi, je me pose sur, on va dire, je me fixe sur la définition INSEE ou définition Wikipédia. C'est la population qui est née entre 1946 et 1964, ce qui représente à peu près 15 millions de personnes en France. Donc, c'est ceux qui ont, alors, calcul mental, Frédéric, pas bon, mais c'est ceux qui ont entre 55 et 75 ans, on va dire, pour ça, faire. ça, d'accord. Euh, Internet et les baby boomers, en fait. Certains disent ils ne sont pas sur Internet, d'autres disent ils sont sur Internet, d'autres font encore mieux, c'est en fait avant 18 heures, ils sont pas sur Internet, ils savent pas s'y mettre parce qu'ils sont employés, et puis après 18 heures 2, ils sont des consommateurs très dynamiques sur Internet. Est-ce que tu peux donner des chiffres et nous rassurer sur ce point-là? Bien sûr. Alors, on a fait deux études, une fin 2017 et une autre fin 2019, avec l'Institut de sondage YouGov, qui est un institut de sondage assez sérieux, sur plus de 1000 répondants, pour voir quel est le rapport des seniors à Internet. Alors, il y a le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Nous, on a vu que 75% des seniors étaient connectés, ce qu'on trouve être un bon chiffre. D'autres associations ont exactement le même chiffre, mais vont plutôt dire qu'il y a un quart des seniors qui ne sont pas connectés. Donc finalement, les chiffres sont à peu près les mêmes. On peut estimer qu'il y a 75%, 80% des seniors qui sont connectés. Chiffre qui va bien sûr en croissance. Alors, ce qu'on a trouvé intéressant, c'est surtout l'enthousiasme qu'il y a autour d'Internet. Je suis à peu près sûr que si on interroge, si on t'interroge toi, si on interroge moi, peut-être les internautes qui vont suivre cette interview, si on les interroge sur leur rapport à Internet, je pense que nous allons avoir un rapport d'amour et de haine. C'est-à-dire que Internet est bien sûr un outil formidable, mais ça reste aussi pour nous un outil de travail. C'est un outil sur lequel on est complètement connecté. Et donc, on peut avoir des envies de déconnexion en se disant je passe trop de temps, je deviens addict. On n'a pas constaté ce rapport-là auprès des seniors. C'est-à-dire que c'est une population qui a connu l'âge d'or de la télé, qui là voit Internet sous le meilleur angle qui soit, c'est-à-dire grâce à Internet, je peux me renseigner, grâce à Internet, je peux acheter mes billets de train, je peux garder contact avec mes petits-enfants, et donc on a un rapport hyper enthousiaste, c'est-à-dire que 8 sur 10 estiment qu'Internet contribue à améliorer leur quotidien. 8 sur 10 sont hyper satisfaits de leur connexion Internet. On aurait pu là aussi estimer que ça allait avoir du mécontentement, et quelle qu'en soit la région en fait. Donc, c'est plutôt un rapport qui est décomplexé. D'accord. Face à ces métiers. Si on prend une étude de cas, je suis un téléassisteur et je veux cibler des baby boomers, donc ils sont les enfants C'est euh, ça. des, euh, des clients, enfin des utilisateurs de la téléassistance, ceux qui vont, c'est les parents qui vont avoir le médaillon. Euh, quel conseil tu me donnes? On est en ce moment en train de faire une campagne justement pour un téléassisteur, c'est Filien ADMR. Euh, voilà, le conseil, alors c'est vrai que là où tu as raison,
c'est qu'on est sur un cas où certains baby-boomers, on va dire ceux de 55 ans, peuvent se renseigner pour leurs propres parents, et ceux qui sont à la fin de la fourchette baby-boomer, de 75 ans, peuvent commencer à se dire, tiens, dans quelques années, est-ce que je peux songer je pense que la téléassistance, c'est un cas très intéressant que tu évoques. La téléassistance, par nature, a toujours été dans la silver economy. Par définition, la téléassistance fait partie de la silver economy. Donc, la téléassistance pourrait se dire, naturellement, je vais avoir plus d'utilisateurs, donc plus de business. En gros, je n'ai pas beaucoup de choses à changer, ça va marcher. Et je pense que, de manière assez paradoxale, ce sont justement les acteurs historiques de la silver economy qui doivent se poser le plus grand nombre de questions. On parlait de la téléassistance, mais on pourrait aussi parler des audioprothésistes ou des installateurs de douche. Voilà, naturellement, ils se disent qu'il va y avoir de plus en plus de clients. Le problème, c'est que la population qui est née après 45, on ne va pas s'adresser à elle comme on s'adressait à la population de 1930. Donc, il y a toute une manière déjà de communiquer qui est à revoir. C'est-à-dire, est-ce qu'on s'interroge sur le produit? Par exemple, si on prend les baby boomers, c'est des gens qui ont pu avoir du matériel hi-fi de pointe, du matériel technologique pointu. Et donc, peut-être qu'il va falloir, sur la téléassistance, proposer déjà un produit qui soit assez design, qui se mêle bien, même si ce n'est pas forcément eux l'utilisateur final, et donc, comme tu disais, leurs parents, il faut quelque chose qui soit assez sexy, notamment dans le produit. Pas forcément jouer sur le côté anxiogène. Est-ce que même parler de chute, est-ce qu'il y a un intérêt ou pas? Parler plutôt de service, d'accompagnement, le côté disponibilité du call center. Donc, déjà, il y a le produit et le message qu'on veut mettre en avant. Et ensuite, effectivement, on pourra s'interroger sur les leviers qu'on activera. Est-ce qu'on activera du réseau social? Est-ce qu'on activera du Google, de l'emailing? Voilà. D'accord. Si on prend un autre exemple, on va dire d'une marque plus généraliste, par exemple, je suis Kellogg's, par exemple, Oui. et je veux cibler les seniors par Internet avec la marque Epar, par exemple. D'accord. Comment est-ce que tu verrais le sujet? Alors, l'avantage… Alors, je précise qu'on n'a pas préparé et que c'est du live, donc on va… Voilà. Non, mais l'avantage déjà j'ai envie de dire, du digital, premièrement, déjà, je rassurais la marque pour lui dire, c'est pas parce que vous décidez de communiquer sur les seniors, sur le web, que immédiatement votre marque va passer pour une marque qui s'adresse aux vieux. Et donc, je vais développer. Si, donc, tu parles de la marque Épar, hein, Oui. ça. Si tu fais un 4x3 dans une ville avec Épar qui est bu par un senior, ou si tu fais une pub Épar à la télé sur le 20h de TF1 où on voit un senior qui boit de l'eau, tout le monde va se dire, tiens, Épar s'adresse aux vieux. L'avantage du web, c'est que on sait qui utilise Internet au moment où il est utilisé. C'est-à-dire que, logiquement, je peux m'amuser à faire des campagnes de pub épars qui vont s'adresser aux seniors, mais je peux continuer à faire des campagnes de pub épars qui vont s'adresser aux femmes enceintes ou qui vont s'adresser aux familles. J'aurai des communications différentes, des messages différents et des leviers différents. Et donc, on peut très bien s'amuser en faisant de l'A/B testing, en ayant des créas différentes, en utilisant des leviers différents. Donc, ce n'est pas du tout pour ne pas répondre à ta question, mais je prends un autre exemple qui va te parler. Babel, les langues en ligne. Pareil, marque assez généraliste de langue en ligne qui peut s'adresser à tout le monde. Babel s'est aperçu que les retraités avaient des envies de se replonger dans des langues qu'ils avaient abandonnées au lycée, donc la fameuse LV2 allemand ou espagnol, et donc ils avaient le temps. Donc, et puis le panier moyen est intéressant pour Babel, donc c'est intéressant de s'adresser aux retraités. Donc ils ont une communication
qui est spécifique aux retraités. Et donc, on va utiliser des leviers spécifiques aussi qui marchent bien sur les seniors type l'emailing. Et donc, on va avoir des campagnes de pub avec une offre pour les retraités pour Babel. Il n'empêche que tout en parallèle, Babel va continuer d'avoir une communication pour les trentenaires qui veulent s'améliorer sur l'anglais parce qu'ils en ont besoin pour leur boulot. Babel va avoir une communication pour les bacheliers qui ont intérêt à s'améliorer pour leur cours, pour leur examen. Et donc, peut-être que finalement, Babel va utiliser TikTok pour s'adresser aux jeunes, va utiliser Snapchat ou Instagram pour s'adresser aux trentenaires et va utiliser l'emailing pour s'adresser aux retraités avec chaque fois une communication bien spécifique. Est-ce que Babel est une marque vieillissante? Non, elle a juste décidé d'avoir des communications différentes par segment. D'accord. Et dans le sens que la communication qui serait envoyée aux seniors ne serait pas vue par celle des jeunes, c'est ça. Exactement. Il n'y a aucune raison que Madame Durand, 55 ans, lorsqu'elle va recevoir cette pub Babel, elle va être complètement différente de la pub que va recevoir son enfant ou son petit-fils. Donc j'ai envie de dire, ton téléphone, toi, logiquement, si on fait bien dans le boulot, la pub que tu vas recevoir, toi, est différente de celle que va recevoir ton voisin ou ta voisine. D'accord. Comment est-ce que tu fais pour créer, par exemple, les emailing? Tu les crées avec des créatifs, tu les crées avec des seniors? Comment est-ce que tu fais pour trouver les messages de façon à ce que ce soit percutant? Alors, c'est vrai que ça, c'est l'avantage maintenant de. Alors, on est encore une jeune société, mais en 4 ans, on a fait pas mal on a diffusé pas mal de campagnes, ce qui nous permet de savoir ce qui marche pas, les fausses bonnes idées. Donc, effectivement, on fait les créas en interne. Donc, ça s'appelle un kit emailing HTML qui doit répondre quand même à certaines exigences, c'est-à-dire que on n'a que quelques secondes pour réussir à convaincre un internaute. Donc, il y a un sens de lecture qui est en Z. Malheureusement, je m'excuse déjà, mais il y a beaucoup d'anglicisme dans le marketing. Donc, on a ce qu'on appelle le bouton principal qui est le call to action. Et donc, ce bouton principal qui va inciter donc à l'action, il est ultra important. Est-ce qu'on met « je découvre »,« j'en profite »,« en savoir plus », voilà, des choses comme ça. Moi, je prône l'utilisation, on avait déjà eu ce débat, toi et moi, et aussi avec d'autres professionnels du secteur de la communication. Est-ce qu'il faut montrer des seniors? Moi, je prône l'utilisation de modèles seniors, sachant que, et donc là, on pourrait en débattre pendant des heures, quel âge on montre? A priori, voilà, on a tous 15 ans de moins, on réfléchit comme si on avait 15 ans de moins. Donc, tu t'adresses à quelqu'un de 65 ans, bon, tu peux montrer un modèle qui en a 50 ou 55. Moi, le reproche que je fais aux marques, c'est les marques qui savent pertinemment que leur cible a 65 ans et qui mettent des modèles qui ont entre 30 et 40 ans. Là, je trouve c'est complètement décorrélé. À partir du moment où le décalage est de 10 ou 15 ans plus jeune, je trouve que c'est pertinent de le faire. En revanche, on peut commencer à débattre si on met un senior seul ou si on le met en couple, si on le met en famille, lors d'une tablée avec enfants et petits-enfants, qui donne un côté plus convivial. Mais je prône l'utilisation quand même de modèles seniors. Donc, une fois que le kit HTML est fait et validé par le client, il est diffusé par des bases partenaires. D'accord. Et donc, en fait, tu fais aussi le travail de trouver les bonnes bases, les bons fichiers qui correspondent à ce que le client veut. Totalement. Je pense, en toute humilité, que c'est là notre grande force, c'est notre réseau. On a plus de 500 bases emailing partenaires, ce qui représente plus de 12 millions d'adresses de plus de 50 ans disponibles, dont on connaît la segmentation, les appétences voyage, mutuelle, résidence, voilà, investissement même. Et donc, c'est ça notre grande force. C'est-à-dire qu'on va aller proposer les campagnes à ce réseau et ce réseau va diffuser les campagnes. Et c'est là aussi où est la force d'Internet, c'est que la base même d'Internet et de toute bonne campagne est le tracking. J'ai envie de dire, avant toute chose, il est nécessaire que le tracking, le suivi, soit irréprochable du côté client et du nôtre pour qu'on parle le même langage. C'est-à-dire que 1 euro investi
doit générer quelque chose. On doit être capable de savoir ce qu'a généré cet euro investi. C'est la puissance d'Internet, c'est le ciblage et le suivi. Alors, est-ce à dire qu'en fait, si par exemple je suis un de tes clients, au lieu de me lancer le fichier sur, je sais pas, 100 000, 100 000, 300 000, tu commences par un petit échantillon pour pouvoir faire des ajustements. Exactement. De toute façon, c'est tout le monde, c'est dans l'intérêt de chacun. C'est dans l'intérêt de l'annonceur, c'est dans mon intérêt pour tirer des premiers enseignements des tests, et c'est dans l'intérêt aussi du diffuseur qui va voir comment la campagne réagit. Et donc, une fois que la campagne est diffusée, effectivement, alors que potentiellement on va l'envoyer sur 2, 3 millions d'adresses, on va commencer par des petits segments entre 10 et 30 000 adresses, et on va voir comment la campagne réagit. Taux d'ouverture, donc combien de personnes ont ouvert l'emailing, taux de clic, combien de personnes ont cliqué sur le kit emailing, et ensuite combien de personnes ont réagi, ont fait quelque chose. Et donc on va parler du taux de transformation, qui peut être de l'inscription en termes de lead, qui peut être un achat, qui peut être un numéro de téléphone. Et donc là, ensuite, on parle du taux de transformation. Et j'ai envie de dire que tant que les voyants, ces 3 voyants ne sont pas verts, ça ne sert à rien de s'interroger sur le prix, il faut s'interroger sur le message. Est-ce que le message était bon? Et tant que les voyants ne sont pas verts, on refait des tests, et une fois que les voyants sont verts, on diffuse sur un plus grand nombre. D'accord. Toi qui connais bien Silver Economy, les seniors, tout ça, est-ce que tu as des entreprises, on ne va pas citer des noms, mais est-ce que tu as des secteurs d'activité dans la Silver Economy qui auraient intérêt à utiliser plus Internet pour cibler les seniors? Alors, je vais te dire, je vais faire 2 réponses. Il y a les acteurs de la Silver Economy qui devraient utiliser plus Internet. Après, je te ferai une deuxième réponse, même si tu ne m'as pas posé la question, qui est les acteurs qui ne communiquent pas sur les seniors et qui devraient communiquer sur les seniors. D'accord. Alors, les acteurs de la Silver Economy qui n'utilisent pas assez Internet, oui, j'en ai quelques-uns. Tout ce qui touche la pharmacie, les pharmacies en général, les réseaux de pharmacie en général communiquent peu sur Internet, alors qu'on a maintenant des possibilités, encore en anglicisme, mais de faire du drive-to-store ultra géolocalisé, et donc de générer du trafic en point de vente physique, mais grâce à Internet. Donc tous les réseaux de pharmacie utilisent très peu Internet. Le thermalisme, c'est assez surprenant, mais s'y met tout doucement, très, très, très doucement. J'ai enfin eu mon premier échange téléphonique la semaine dernière avec un groupe de thermalisme, et j'en suis ravi. Mais je t'avoue que finalement, c'est peut-être le Covid qui a provoquer les choses. C'est-à-dire qu'en gros, certains secteurs, tout ce qui touche au voyage, c'est-à-dire les croisières, le thermalisme. Ah oui, le chiffre d'affaires baisse, donc ils se posent des questions, c'est ça? Exactement. Et ils se disent, ah ben tiens, est-ce qu'on n'irait pas sur le digital, puisqu'il paraît que le digital, ça permet d'être plus efficace. C'est des gens chez lesquels j'avais du mal à rentrer, alors que croisière et thermalisme, c'est typiquement du senior. Donc, le Covid arrive, chute du chiffre d'affaires, ils se disent, tiens, est-ce que ça ne serait pas le moment de s'intéresser au digital? Tant mieux, ça fait des années que je leur dis, mais allez-y. Et je pense que d'ailleurs, ces 2 acteurs, enfin ces 2 secteurs, que ce soit le thermalisme ou les croisières, me font un peu penser à la grande distribution. La grande distribution, lorsque le Drive a été créé, j'avais suivi ça de près, j'étais dans une agence web qui travaillait sur la grande distrib et le Drive. Personne ne voulait aller sur le Drive, en fait. Le problème de la grande distrib, c'est que la grande distrib, on leur dirait rien ne bouge, ils signeraient tous parce que tout va bien, il ne faut pas qu'il y ait de changement dans le secteur. Le jour où c'était Chronodrive à l'époque, qui ne venait pas de la grande distribution, a lancé le Drive, tout le monde s'est dit, mince, il faut qu'on s'y mette. Et c'est devenu une source incroyable de croissance. Et donc, j'ai l'impression que dans certains secteurs, comme ceux que je viens de te citer, c'est exactement ça. C'est que tout le monde sait qu'il va falloir y aller un jour, mais tant que personne ne dégaine, il n'y a pas de raison de dégainer. Donc,
Donc, je t'ai parlé des femmes. La santé en général, les groupes, donc les groupes de pharmacie, la santé en général. Euh, la téléassistance qui est déjà assez présente. Euh, je réfléchis sur des gens avec lesquels on aurait peu travaillé. Non. Je pense aussi, si les résidences-services pour seniors font de l'Internet, il n'y a pas de souci. En revanche, les EHPAD se posent la question. Alors que les EHPAD, c'est exactement la question que tu m'as posée au début. Les EHPAD, clairement, ce n'est pas le nonagénaire ou le centenaire qui va aller se renseigner sur Internet pour une place en EHPAD. C'est son enfant. Et donc, il y a un boulevard à saisir pour les groupes d'EHPAD, à aller communiquer sur Internet sur les aidants familiaux. Et alors, avant que tu parles de deuxième catégorie d'entreprises, là, une petite parenthèse, il y a des produits, comme tu sais, qui sont consommés, ou des services qui sont utilisés lorsqu'il y a un événement qui arrive, une chute, machin, etc. Donc, j'allais dire avant que le problème arrive, ben, on s'y intéresse pas trop au sujet, et puis brusquement, on s'y intéresse. Donc là, il y a le côté ponctuel, puis il y a le côté, il y a des produits plutôt de confort où on peut s'intéresser, on peut les acheter tout le temps. Est-ce que toi, dans ton analyse sur Internet, tu fais une différence entre ces deux secteurs? Parce que c'est des EHPAD. Comment est-ce que tu fais? Parce que tu vas communiquer auprès des familles, d'accord, mais les familles vont dire, mais je suis pas encore concerné, maman, elle va encore bien. Oui. Il y a une approche quand même qui est différente. Il y a une approche, d'un côté, je peux communiquer quand je veux parce que c'est du confort, Oui. je schématise, hein. Ou l'autre, c'est ponctuel, il faut que j'arrive plutôt au bon moment. Oui, tu as totalement raison. Mais c'est une question, en fait, c'est presque une question qui se pose, pas forcément entre deux entreprises, mais la question se pose au sein même d'une entreprise. Et ce n'est pas le même levier qu'on va utiliser. Et donc, alors, il y a un schéma qui est fortement utilisé dans le marketing et dans le web marketing qui s'appelle le tunnel de conversion, qui est une sorte qui peut se présenter en entonnoir. Et en fait, on dit par rapport à où est votre marque dans ce tunnel de conversion et où sont vos exigences en tant que marque dans ce tunnel de conversion, on ne va pas activer les mêmes leviers. Prenons l'EHPAD, puisque tu poses la question de l'EHPAD. Clairement, au moment où la question de l'EHPAD va se poser, réfléchissons, toi et moi, comment un internaute agirait le moment où tu dis là, mon père, mon grand-père est en train d'aller pas bien, il faut chercher une solution en EHPAD. Tu vas aller sur un moteur de recherche. Tu vas aller sur Google et tu vas taper EHPAD. C'est là où c'est ce qui a fait la fortune de Google, c'est que tous les gens qui vont sur un moteur de recherche, c'est qu'ils sont intentionnistes. Clairement, si tu vas taper EHPAD parce que tu en as besoin, c'est que tu es dans une démarche qui est vraiment de recherche active, donc tu es intentionniste. Donc, il va avoir tous les mots-clés qui vont avec un système d'enchères, mais qui vont faire la fortune de Google. Et effectivement, en tant que marque, si ton internaute vient de Google parce qu'il a tapé EHPAD et que tu es un groupe d'EHPAD, tu sais qu'il va falloir le traiter comme quelqu'un d'intentionniste, c'est-à-dire très vite, très vite prendre contact avec lui et lui proposer des solutions, parce que la personne est en quelque sorte dans l'urgence. On reprend le même groupe d'EHPAD. Il se dit, j'ai envie de faire un peu de l'éducation et de préparer les familles à peut-être un jour faire entrer leurs parents ou grands-parents en EHPAD. Je vais avoir une démarche qui va être différente. Et donc, c'est des opérations qu'on a déjà faites, qui est de dire, venez tester le court séjour. On va envoyer un emailing en disant, vous avez envie de prendre un break, voilà, notamment par exemple, après le confinement. On savait que les aidants familiaux avaient été mobilisés et fortement mobilisés. En quelque sorte, prenez un break, venez tester le court séjour pour vos parents. Donc là, on s'adresse à l'aidant familial. On sait que le cycle de vente et le cycle de décision va être beaucoup plus long que quelqu'un qui dirait « mince, mon papa a Alzheimer ou a fait une chute, il faut vraiment trouver une solution ». Donc, quelqu'un va recevoir une brochure. Il va être appelé par le service, le call center du groupe d'EHPAD. Il va dire, voilà, vous êtes intéressé sur le co-séjour. Est-ce que vous voulez qu'on vous explique ce qu'est un EHPAD? Parce que potentiellement, la personne ne sait pas véritablement ce que c'est un EHPAD.
Est-ce que vous voulez qu'on vous propose des brochures sur le court séjour? Est-ce que vous voulez tester? On vous propose des jours. Et on a un cycle de vente qui est beaucoup plus long, qui peut prendre 3 à 6 mois. Et ta question en ce sens est aussi assez intéressante, c'est que on a constaté, et chose que je n'avais jamais constatée dans les agences que j'avais, par lesquelles j'étais passé auparavant, c'est une population où, alors que la campagne a été diffusée, j'ai envie de dire, au mois de janvier, je donne un exemple, on continue à avoir dans nos chiffres des emails qui sont ouverts en avril, mai, juin, alors que la campagne n'est plus du tout diffusée. On a l'impression que parfois, sur certains sujets qui prennent du temps, on parle EHPAD, mais ça peut être le cas des montes escaliers, le cas des douches, tous les sujets qui vont être coûteux et qui peuvent être des décisions nécessitant des discussions en couple ou en famille. On s'aperçoit que l'email ou la pub est mise dans un coin en se disant je vais retourner dessus, je vais me renseigner, je vais en parler en famille. Et donc, on a parfois des leads qui s'inscrivent 4 ou 5 mois après la diffusion de la campagne. Je n'avais jamais constaté ça dans mes expériences précédentes. En fait, concrètement, ils gardent le mail et ils vont le réouvrir. Ils gardent le mail parce qu'ils disent ah bien plus tard, je vais peut-être en avoir besoin et Oui, ils le stockent, ils l'ouvriront à un moment donné, j'imagine. exactement. Et donc, où ils l'ouvrent, parce qu'on a des bonnes ouvertures, ils l'ouvrent, ils en discutent, et finalement, ils s'inscrivent des mois après pour dire j'ai envie de recevoir une brochure. D'accord, d'accord, Donc, on a énormément j'ai envie de dire, de leads ou de trafic supplémentaire, même quand la campagne est terminée. d'accord, d'accord. Donc, Euh, effectivement, mais c'est vrai que le côté qui est le Graal de chacun des marketeurs, de n'importe quel directeur marketing qui dit je veux savoir quand la personne va déménager, je veux savoir quand la personne est tombée, je veux savoir, disons-le les choses clairement, je veux savoir quand une personne est décédée parce que je vais proposer une solution obsèque. C'est très compliqué. Personne n'a réussi encore à avoir la techno 100% fiable et 100% irréprochable qui dirait je sais 100% sûr que il y a quelqu'un dans le couple qui est décédé. Non, la seule chose, si tu veux toucher des intentionnistes, c'est le search, c'est les moteurs de recherche, parce que la personne va dire organiser des funérailles, c'est voilà, il y a effectivement quelque chose qui se prépare. En revanche, tu peux préparer une famille des mois à l'avance en envoyant des brochures. Et là tu ne vas pas être forcément sur le search, tu vas être plutôt dans de l'emailing, dans le Native Ads, où tu fais de la pédagogie, en quelque sorte. d'accord. Si on fait un zoom sur Facebook, parce que alors là, depuis quelques mois, j'entends beaucoup d'acteurs qui me disent j'ai commencé sur Facebook, j'ai créé des groupes sur Facebook. Certains me disent je suis arrivé à mettre ma publicité sur Facebook au bon moment. Concrètement, tu penses quoi de Facebook et des seniors? Alors, c'est vaste sujet. Facebook, c'est un média vieillissant. Et je le dis, ce n'est pas du tout péjoratif. Bien au contraire, c'est la population des plus de 50 ans est le seul segment qui continue de croître sur Facebook. Je t'invite à discuter de Facebook avec un jeune de 18 ans ou de 17 ans, il te rit au nez. Je veux dire, c'est devenu complètement has-been. Les plus trendy vont aller sur Instagram. Ensuite, il va avoir Snapchat et en ce moment, c'est TikTok. Et d'autres réseaux sociaux qui vont réussir à poindre, tu vois, mais dont j'ignore quand même l'existence. Donc, Facebook, en revanche, continue de croître sur les plus de 50 ans. Sur les études qu'on a faites, il y en a 7 seniors sur 10 qui ont un compte sur Facebook. Je ne dis pas qu'il est actif, mais un compte sur Facebook. Et Facebook donne les mêmes chiffres. Donc, super, c'est un média qui est de plus en plus utilisé par les plus de 50 ans. En revanche, on a pu constater, nous, qu'il y avait un décalage, notamment dans les catégories socio-professionnelles. C'est-à-dire qu'il nous est arrivé de piloter des campagnes de publicité pour des annonceurs, notamment dans la douche. Je veux dire, quand tu as fait installer une douche chez toi, c'est une certaine somme. Hein.
on est au-delà de 5 000 euros quand tu commences à faire des travaux importants dans ta salle de bain. Voilà. Et on regardait les commentaires des internautes sur Facebook. Les gens s'attendaient à avoir des paniers moyens à 1 000 euros. Il y a un décalage assez important entre le prix du produit et l'attente de l'internaute. Donc, et ça, c'est des discussions que j'ai pu avoir avec des annonceurs. Tous m'ont dit, c'est pas facile de trouver, ne serait-ce, je dis même pas du CSP++, hein, je te dis un CSP qui ne soit pas moins sur Facebook. Alors aussi, je fais une parenthèse. Petite parenthèse, ça peut être intéressant pour la douche à 0 euros, là. Enfin, les 5 000 euros, Oui, c'est les aides. l'action logement. L'action logement. Effectivement, tu as raison, ça peut être intéressant pour l'action logement d'utiliser Facebook. Mais tu vois, il faut bien quand même prendre en compte cette donnée. Après, je te dirais en quoi quand même Facebook est intéressant. Mais j'ai eu aussi une mauvaise expérience avec Facebook, c'est que Facebook est jugé parti. C'est-à-dire que les gens me disent « Ah, j'ai fait tant de vues sur Facebook ». Très bien, mais qui te dit que tu as fait ça? Ah ben, c'est Facebook. Je fais oui. Donc, en fait, les conclusions des campagnes sur Facebook sont données par Facebook. Et on pourrait croire que c'est un arbitre impartial et plus blanc que blanc. J'ai eu le cas d'une campagne qui, tu as parlé des horaires tout à l'heure, la campagne était censée être diffusée de 10h à 18h et l'annonceur me dit, Yves, j'ai vu la campagne à 22h. Donc, j'ai contacté Facebook. Facebook allait arguer que oui, non, mais c'était une erreur de fuseau horaire. Chose incroyable, j'ai envie de dire, l'outil de Facebook est tellement bien fait qu'on s'imagine que la campagne n'est plus du tout diffusée à 10 heures. Mais Facebook, ça reste une marque commerciale. Et si tu as mis 5 000 euros sur Facebook et si les 5 000 euros doivent être dépensés avant le 30 juin et qu'il est le 30 juin midi, je peux t'assurer que Facebook fera tout en sorte pour que les 5 000 euros soient dépensés sur Facebook. Je ferme juste la parenthèse. On en revient à la question du tracking. Il est nécessaire d'avoir plusieurs trackings pour que tu ne laisses pas. D'accord. C'est ce que tu disais au début, avoir plusieurs trackings de façon à… Enfin, ce qu'on disait quand on préparait, avoir plusieurs trackings de façon à pouvoir bien mesurer. Exactement. Ensuite, Facebook reste un média gigantesque en termes d'audience. On vient concurrencer, j'ai envie de dire, quasiment la télévision. Ce qui peut être intéressant et que je préconiserais à une marque, c'est d'utiliser en revanche le reciblage de Facebook. C'est-à-dire que l'internaute est venu sur ton site, et donc il a vu ce que tu faisais, il a vu que tu proposais, que les douches que tu avais proposées, elles étaient plutôt à 5 000 euros, enfin en tout cas plus de 5 000 euros et non à 1 000 euros. Et donc cette personne, tu la recibles sur Facebook. Et tu utilises la puissance de l'audience de Facebook pour la recibler en disant, voilà, vous êtes venu sur notre site en quelque sorte, envie de savoir plus, veuillez nous laisser vos coordonnées pour qu'on vous recontacte ou appelez-nous. Et donc, tu sais que la personne, elle a déjà une connaissance de ton produit ou ton service et tu n'as pas fait de la publicité un peu à blanc sur Facebook pour la toucher. D'accord. Conclusion, concrètement, c'est quelqu'un qui vient sur mon site en tant qu'annonceur, qui est intéressé par ce que j'indique sur mon site et qui après il clique sur un bouton qui est sur mon site pour aller dans mon groupe Facebook, par exemple. Non, même pas. C'est l'utilisation des… Alors, hors Facebook, où on fait du reciblage, on utilise les fameux cookies, c'est-à-dire le fait que tu vas avoir un article, tu vas avoir un lave-linge sur Darty, et puis 5 minutes après, tu vas sur Le Figaro, sur l'équipe, et tu as la bannière du lave-linge. Donc ça, hors Facebook, sur les sites médias, c'est ce qu'on appelle les cookies, c'est ce qui permet de recibler la personne, et donc le cookie est lié à une adresse IP. Notamment, si tu navigues sur ton ordinateur, tu vas être reciblé sur ton ordinateur. Facebook utilise un peu la même technologie, c'est que toi, ton compte Facebook, il est ouvert sur ton application, elle est sur ton téléphone ou elle est sur ton ordinateur. Et donc, tu es allé voir, on pourrait très bien faire la pub pour Frédéric Serrière. Je suis allé voir le site de frédéricserrière.com.
Donc, le cookie se déclenche, le tag de Facebook se déclenche. Facebook dit, tiens, Yves Bozzi est allé voir frédéricserrière.com, puis je vais sur Facebook, je navigue sur Facebook, et là, j'ai une belle bannière qui me dit intéressé par les services de frédéricserrière.com, cliquez ici. Donc, il n'y a même pas besoin, j'ai envie de dire, de recliquer sur un bouton sur ton site. Le seul fait que je sois allé sur ton site, ça suffit pour que je sois reciblé sur Facebook. D'accord. Et Frédéric Serrière, il dit, mais comment ça fait? Je suis traqué, donc je lance Avast et je détruis tous les cookies. Je blague. Dernière question que j'avais envie de te poser, c'est, je suis un directeur marketing d'une marque et j'ai déjà mon agence de publicité. Pourquoi est-ce que je dois passer par un acteur qui est spécialisé sur les seniors comme toi? Enfin, sur les baby boomers comme toi? Je te répondrai par les cas concrets, c'est que des grosses agences de publicité passent aussi par moi pour me déléguer ça. C'est-à-dire que il y a une connaissance, j'ai envie de dire, du message, et je le dis en toute humilité, mais c'est juste, c'est empirique en fait. Oui, C'est juste le fait de diffuser beaucoup de campagnes fait qu'on sait les messages qui marchent, ce qui ne marche pas, les leviers qui marchent, les leviers qui ne marchent pas. Donc, on travaille déjà avec des agences, des grosses agences qui ont des gros comptes, qui nous disent Yves, là, l'annonceur accepte de travailler sur une cible plus de 50 ans, on va faire de l'emailing via toi. Voilà. Donc, ma réponse est que je peux travailler avec des grosses agences qui… D'accord. Je peux comprendre. Je me mets à la place de la grosse agence. La grosse agence, elle va avoir un budget… prenons EDF. Voilà, EDF a envie de toucher les propriétaires. Je crois que tu dois avoir les chiffres, mais le pourcentage de propriétaires chez les plus de 60 ans, il est plus de 75%, plus de 75. Voilà, donc, EDF, tu es l'agence, tu vas faire, entre autres, tu vas viser les seniors, mais tu vas faire de la pub télé, du 4x3, de la radio, de la presse régionale. Tu vas faire du web. Sur le web, tu vas faire du Google. Tu vas faire des réseaux sociaux. Au bout d'un moment, tu dis, finalement, sur les seniors, sur du digital, pour l'emailing, on va passer par Digital Baby Boomer parce qu'on va se faciliter la vie. Donc, je peux complètement m'imbriquer. Moi, je ne fais que du web et je ne fais que du senior. Donc, c'est facile de s'imbriquer dans un plan média, dans un plan communication et de travailler avec d'autres acteurs sur d'autres leviers. Ce qui veut dire qu'en fait, une expertise sur les seniors et que tu as accumulée de manière, je ne sais plus quand tu as dit, avec ton expérience, est nécessaire pour cibler les seniors. Il y a deux choses. Il y a effectivement l'expérience du message, utiliser le bon levier et à quel moment, et le réseau, c'est-à-dire les 500 bases emailing, le native ads qu'on va pouvoir mettre en place, c'est-à-dire la présence sur des sites médias, les petits encarts, tu sais, tu es en train de lire ton article, retrouver les 10 croisières préférées des plus de 50 ans, vous êtes célibataire et plus de 50 ans, tu vois, les native ads, le réseau média, le réseau de base de données, c'est aussi notre force. Donc, je pense le bon message, le bon levier, le bon réseau, c'est ce qui va nous permettre d'être une valeur ajoutée, si tu veux, par rapport à d'autres acteurs. Super, merci. Ce sera une bonne conclusion. Merci Yves Bozzi. Je rappelle que tu es fondateur, directeur de Digital Baby Boomer, qui est une agence spécialisée sur Internet et les seniors. Merci Yves. Très bien. Je te remercie Frédéric. À bientôt.